pour aborder un cycle de 12 interventions qui sont en fait placées sous un titre unique qui concerne, si vous voulez, c'est le titre que vous avez vu à l'instant, le Moyen-Orient en pleine ébullition, Israël dans l'œil du cyclone. En fait, avant d'aborder le thème de ce soir qui s'intitule « Pourquoi les printemps arabes se sont transformés en hiver islamique », je voudrais, de manière peut-être non conventionnelle, faire une petite introduction pour vous dire, moi qui suis en Israël comme journaliste et observateur et conférencier depuis plus de 30 ans, que les 4 dernières années, ou du moins les 5 dernières années, puisque ce qu'on a appelé à tort les printemps arabes ont commencé à la fin 2010, donc on peut dire qu'il y a au moins 5 ans et demi que cette période s'est ouverte. Eh bien, j'étais donc déjà depuis 25 ans en Israël et dans la région quand ce phénomène a commencé. Eh bien, je puis vous dire qu'en tant qu'observateur, pendant toute cette période, les 5 dernières années que nous venons de vivre sont tout à fait hors normes, exceptionnelles, pas tant seulement au niveau de la gravité et de la rapidité des événements qui se succèdent les uns après les autres, mais parce que ils ont concerné l'ensemble de la région. Vous avez, on va voir tout de suite, si vous voulez, une carte qui va apparaître, la carte de ce que j'appelle la grande région, avec la plupart des pays concernés. Qu'il s'agisse de l'Égypte qu'on voit en premier, bon, on ne voit pas à l'ouest de l'Égypte, il y a la Libye, donc on voit juste un carré blanc, un rectangle blanc. Mais à partir de l'Égypte, en passant par évidemment l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, la Syrie, et plus loin le Yémen, qui est un peu au sud, au bas de la carte, il y a une situation, si vous voulez, qui est tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire une succession de bouleversements, de révoltes et aussi d'événements violents qui se succèdent à un rythme effréné et qui ont touché, on peut dire, la plupart des pays qu'on voit au centre de cette région que j'appelle la grande région du Moyen-Orient. Et en fait, ce dont je voulais témoigner, c'est que justement la massivité, si je puis dire, des événements qui sont succédés depuis 5 ans, et aussi le fait que ce soit des événements qui arrivent en même temps, qui sont concomitants les uns par rapport aux autres, a donné, si vous voulez, à cette vague, de ce tsunami de bouleversement, une dimension et une importance historique qu'on n'est pas encore capable de mesurer. Ce sont des tremblements de terre politiques et géopolitiques qui n'arrivent en principe qu'une fois par siècle, ou quelquefois même encore moins. Et donc là, en fait, en l'espace de 5 ans, on a vécu une accélération de l'histoire, avec notamment, je vais en parler, la fin d'un certain nombre, ou le démantèlement d'au moins 3 grands États arabes qui étaient des États clés dans la région, qui fait qu'on vit vraiment une période exceptionnelle, au-delà des faits, au-delà du factuel, au-delà des news qu'on entend, que ce soit, si vous voulez, l'instabilité dans toute une série de pays comme je les ai cités, évidemment la Syrie qui est celui auquel on pense tout de suite, mais aussi le Yémen. Il y a eu des troubles en Arabie Saoudite, au sud de l'Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, mais au Bahreïn aussi, qu'on ne voit pas sur cette carte parce que c'est une toute petite île dans le détroit d'Ormuz, ou en Égypte, bien entendu. Dans tous les pays, quelle que soit la taille qu'ils aient pu avoir, on a connu ces bouleversements, avec en plus, et ça on en parlera dans les prochaines séances, en filigrane, si vous voulez, de ces conflits, un face-à-face entre le monde sunnite, représenté surtout par l'Arabie Saoudite et l'Égypte, et l'Iran, qu'on voit au centre de notre carte, et qui, si vous voulez, en fait, est l'une des clés. Voilà l'Iran que j'ai montré, tout à fait face à l'Irak. Eh bien, une confrontation qui est d'abord une confrontation sunnite-chiite, mais qui est bien plus que ça. Et ce que je voulais dire donc avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que on a affaire à une période d'accélération tout à fait exceptionnelle, qui d'ailleurs, on en parlera peut-être en conclusion, et en tout cas lors d'une prochaine séance, ça a eu pour effet, pour les observateurs, je le dirais, honnêtes de la scène moyen-orientale, de relativiser complètement le dossier du conflit israélo-palestinien. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, en tant que journaliste, lorsque je me rends 3 ou 4 fois par an en France pour faire des conférences ou pour assister à des conférences de rédaction dans les différents médias, à chaque fois qu'on venait ces derniers temps
ces dernières années, je parle des 20 dernières années, à Paris en tant qu'Israélien, on était interpellés par nos confrères qui disaient mais finalement, si enfin on arrivait à résoudre un jour le problème israélo-palestinien, la région reviendrait une région normale, pacifiée et équilibrée. Or, ce qui se passe sous nos yeux depuis 5 ans, la massivité de ces événements et la contiguïté de ces événements, des gouvernements qui tombent, des gouvernements remplaçants qui tombent aussi, comme ce fut le cas en Égypte, avec après la chute de Moubarak, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans qui ont été renversés 1 an et demi après par un coup je voulais à moitié un coup d'État de l'armée et en même temps une éruption des masses qui ont défilé contre les frères musulmans. Eh bien, cette succession d'événements montre bien que, nonobstant l'existence d'Israël, et qu'à Dieu ne plaise, si l'État d'Israël n'existait pas dans cette région, eh bien, tous ces problèmes existeraient en l'état, et je dirais même seraient encore aggravés, car aussi bien l'oppression des Coptes, des chrétiens donc d'Égypte, que des Yazidis, qui sont les chrétiens d'Irak, que d'autres minorités qui subissent le joug, disons, de ces régimes, la plupart du temps despotiques, eh bien, n'ont rien à voir avec l'existence d'Israël. Et donc, ce reproche, entre guillemets, ou cette mise en accusation, cette réprobation qui était faite depuis des décennies à Israël en l'accusant de tous les maux de la région, eh bien, le moindre observateur qui serait honnête par rapport à ce qui se passe depuis 5 ans comprendrait que ce n'est pas l'existence d'Israël sur quelques portions ou intégralité de son territoire qui est ici en cause, mais c'est, si vous voulez, des conflits internes à l'histoire, à la répartition ethnique, aux mauvaises frontières que les puissances coloniales avaient données au Moyen-Orient, et qui font qu'aujourd'hui, tout cet ensemble est en train d'exploser. Et cela n'a strictement rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, comme évidemment tout observateur honnête peut le constater. Alors, avant de rentrer donc dans les 3-4 points que je vais traiter ce soir, qui concernent le premier d'entre eux, les nouveaux acteurs sur la scène régionale, l'apparition de nouvelles entités étatiques et surtout la disparition de grandes entités étatiques, je voudrais, pour donner la mesure de ce changement auquel nous assistons, je voudrais rappeler ce qu'ont dit un certain nombre d'experts, géopolitologues, aussi bien européens qu'américains ou moyen-orientaux et israéliens, c'est qu'on a souvent comparé cette période qui s'est ouverte en 2011, fin 2010, avec la révolte du jasmin en Tunisie, puis les événements en Libye, et bien sûr, ce furent les événements les plus importants, ce qui s'est passé en Égypte au début 2011, cette période qui s'est ouverte et qui continue, et d'ailleurs, je signale au passage, pour ceux qui voudraient être assurés, que d'après la plupart des experts, cette situation va durer pour au moins 10 ans encore. Alors peut-être les experts se trompent, sont pessimistes, mais en tout cas, cette période va se terminer dans 1 an ou 2. Même si on résout je ne sais quelle équation en Syrie ou ailleurs, le phénomène est beaucoup plus massif. Eh bien, cette période a été comparée par les experts à la période de la fin des années 80, donc 89-90, avec l'effondrement du monde communiste, avec ce qu'on avait appelé la perestroïka, la réforme de Gorbatchev dans l'ancienne URSS, la chute du mur de Berlin en 1989 et tout ce qui s'en est suivi en Europe, notamment la guerre en Yougoslavie qui a ranimé, qui a réveillé la fameuse question des Balkans au cœur de l'Europe. Or, il y a une similitude et justement, dans le premier point que maintenant j'aborde, les nouveaux acteurs sur la scène régionale, je voudrais vous rappeler ce qu'ont dit 2 sociologues, sociopolitologues français qui viennent de nous quitter malheureusement, Alain Touraine, qui est très connu en France, et aussi le philosophe géopolitologue juif André Glucksmann, qui avait établi à l'époque, en 2012 à peu près, des analyses convergentes qui disaient, et je crois que ça c'est une des clés qui nous permet de comprendre justement pourquoi les printemps arabes se sont transformés non pas en éclosion démocratique, mais en hiver islamique, en glacis islamique, avec des phénomènes qu'on va analyser, comme la montée d'État islamique. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Première cause, nous explique Alain Touraine et André Glucksmann, c'est parce que nous connaissons au Moyen-Orient depuis 5 ans ce qu'ils ont appelé la dernière onde de choc de la guerre froide. Cette fameuse face-à-face Est-Ouest qui avait duré depuis 1945 jusqu'à la chute de l'Union soviétique
en 1989. Et nous disent-ils, il a fallu à peu près 25 ans, donc c'est bien ça qui nous sépare de la chute du mur de Berlin en 89-90. Il a fallu 25 ans, un peu moins de 25 ans, pour que cette onde de choc de la fin de la guerre froide qui avait provoqué justement les événements en Yougoslavie et le drame des Balkans, serbo-croates, eh bien cette onde de choc atteigne le Moyen-Orient et qu'elle provoque ce qu'elle a provoqué, c'est-à-dire tous ces bouleversements. Alors, pourquoi ça a mis si longtemps? Je ne vais pas faire un cours d'histoire trop pesant, mais il faut comprendre que il a fallu attendre longtemps parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une sorte de statu quo qui avait été établi entre les États-Unis et l'URSS qui s'était partagé le Moyen-Orient et les États du Moyen-Orient en chasse gardée. C'est ainsi, pour rafraîchir notre mémoire, qu'il faut citer le fait que l'Égypte, pendant longtemps, jusqu'à l'avènement du président Sadat, était sous influence soviétique. La fameuse guerre de Kippour en 1973 a été déclenchée sur, je vais pas dire sur ordre Moscou, mais sur l'inspiration de Moscou. La fameuse guerre contre Israël, la guerre de Kippour. Et donc on avait un Moyen-Orient, l'Irak longtemps était sous influence britannique avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu un phénomène un peu d'autonomie avec une dictature du mouvement bassiste, etc. Il y a dans chaque pays des spécificités, mais ce qui est commun à tous ces pays pendant toute cette période, c'est que, si vous voulez, chaque pays était sous l'égide soit du camp occidental, soit du camp soviétique. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute de l'Union soviétique et pourquoi finalement ces printemps arabes, justement, ne sont pas intervenus dans le sillage de ce qui s'est passé en Yougoslavie? Glucksmann a fait un excellent jeu de mots qui explique bien ça. Il a expliqué que la guerre froide de l'époque avait gelé, c'est le cas de le dire, tous les conflits de frontières, tous les conflits ethniques en Europe, puisqu'on avait en Europe aussi, il y avait l'Europe orientale, l'Europe communiste en fait, l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. Et qu'en fait, quand l'Union soviétique est tombée et le rideau de fer a volé en éclats, eh bien la première plaque sensible qui s'est réveillée et qui a produit la guerre de Yougoslavie, ça a été justement les Balkans, ce fameux conflit des Balkans qui avait donné lieu au déclenchement d'ailleurs de la Première Guerre mondiale avec l'assassinat à Sarajevo du fameux duc. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire que la question des Balkans a été gelée par la guerre froide, mais elle n'a jamais été résolue. Eh bien, nous disent Alain Touraine et André Glucksmann, ce qui s'est passé depuis 5 ans au Moyen-Orient, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que toutes ces frontières, tous ces États qui avaient été dessinés, d'ailleurs, si je peux manier le crayon pour vous le montrer, ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant, mais c'est pas grave. Vous voyez les frontières des États auxquels on a affaire, comme par exemple l'Arabie Saoudite, et donc je vais vous les montrer. Je crois que je vais y arriver. Vous voyez, par exemple ici, la frontière de l'Arabie Saoudite, que ce soit la frontière nord, si ça marche, je vais essayer de m'en sortir. On voit ici, par exemple, cette frontière ici qui est ici au sud, ou la frontière nord de l'Arabie Saoudite, ou la frontière même jordanienne. La frontière égyptienne, c'est encore plus parlant, ça ressemble aux frontières des grands États africains. Toutes ces frontières ont été dessinées dans des salles diplomatiques occidentales. À l'époque d'ailleurs, bien avant la Seconde Guerre mondiale, ce sont surtout la Grande-Bretagne et la France qui ont balisé le Moyen-Orient, qui ont dessiné les cartes des États du Moyen-Orient. C'est pourquoi ces États ont des frontières aussi rigides et arbitraires. Eh bien, ces frontières qui ne correspondaient pas aux ethnies et à des regroupements humains sur le terrain, en fait, ont volé en éclats et ont posé, si vous voulez, ont fait que plusieurs États du Moyen-Orient, et pour ne citer que les plus connus, l'Irak est aujourd'hui un État en pleine tempête, puisque, comme vous le savez, ici en Irak, il y a une partie nord qui est une, je dirais, on va retrouver peut-être une autre carte, si j'arrive à retrouver la seconde carte, une partie nord en Irak qui est aux mains, si vous voulez,
des Kurdes, la partie centrale aux mains des sunnites et la partie sud, ainsi que la capitale Bagdad, aux mains des chiites et sous influence iranienne. Le gouvernement de Bagdad, le gouvernement irakien aujourd'hui, est sous influence iranienne, et parce que c'est un gouvernement pro-chiite. Et donc, si vous voulez, toutes ces frontières, et je parlais du fait que 3 États principaux ont explosé. De quels États s'agit-il? Il s'agit de l'Irak, je viens d'en parler, de la Syrie, bien entendu, et d'un État qu'on voit moins sur cette carte, mais qui est tout aussi important, qui est l'État le Yémen, qui joue un rôle clé, parce que si j'arrive à avoir une seconde carte, si vous voulez, on le voit bien, le Yémen a une côte que je suis en train de dessiner qui longe l'océan Indien et qui permet de rentrer ensuite dans la mer Rouge, c'est-à-dire, voilà la seconde carte, on le voit beaucoup mieux, vous voyez le Yémen ici, je vais vous le montrer, voilà, on a le Yémen qui est présent avec, si vous voulez, au sud de l'Arabie Saoudite et qui joue un rôle clé puisqu'il contrôle une porte d'entrée, la porte d'entrée dans la mer Rouge qui mène au canal de Suez. Et donc, si vous voulez, on a affaire à une région tout à fait, à un pays tout à fait clé qui lui-même a connu 2 changements de gouvernement depuis 5 ans. Donc, que ce soit, je vais essayer de vous les redonner, que ce soit le Yémen ici, bien que mes outils, comme c'est la première fois qu'on le fait, ne sont pas très en forme, mais on va se débrouiller. Voilà, le Yémen qui est ici, que je balise avec sa porte d'entrée dans la mer Morte, que ce soit la Syrie dont on va reparler maintenant, ou l'Irak qui est ici coincé entre la Syrie et l'Iran. Ces trois États-là, qui étaient des États clés de la région du Moyen-Orient, ont explosé littéralement depuis 5 ans. Je me souviens encore, j'étais complètement stupéfait dans les premiers mois de 2011, alors qu'on avait assisté déjà aux grosses manifestations qui avaient secoué l'Égypte et que Moubarak était en train de préparer ses valises, alors que déjà Ben Ali les avait faites dardard en Tunisie et que Kadhafi n'en menait pas large en Libye. Eh bien, je me souviens encore que le président Assad, le président syrien, qui était au pouvoir depuis quelques années déjà, qui succédait à son père, la dynastie des Assad est arrivée au pouvoir en 1970, c'est-à-dire il y a plus de 45 ans en Syrie, avait fait des déclarations fracassantes au regard de ce qu'il observait sur sa télé à Tunis, à Tripoli et au Caire, et il avait dit, Assad, d'un air très sûr, j'avais d'ailleurs fait une interview, j'avais fait une interview rapportée, parce que j'avais pu lui parler bien entendu directement, mais on avait rapporté ses propos dans l'un des journaux dans lesquels j'écris. Il avait dit, mais jamais la Syrie ne sera touchée par la vague actuelle, puisque le parti Baas que je représente a, comment dire, assurer un lien très très sérieux avec le peuple, et tout ça montre que les trois présidents égyptiens, libyens et tunisiens n'ont pas suggéré leur rapport avec leur peuple, mais nous en Syrie on ne connaîtra pas ces événements. Exactement 10 jours après, c'était en mars 2011, commence dans la ville de Deraa, au sud de la Syrie, presque très proche, vous voyez, je vous la montre là sur la carte, d'ailleurs pas très loin du plateau du Golan, côté israélien, commence un soulèvement qui va s'étendre et qui va produire finalement la confusion la plus totale, le démantèlement le plus complet, puisque en Syrie, les événements durent maintenant depuis 5 ans, on a presque 300 000 morts, on a une situation complètement hallucinante qui est encore pire que celle de l'Irak, puisqu'en Irak, en fait, il y a une partition à 3 entités. Les Kurdes au nord, je vous l'avais signalé, je le remonte ici. La partie nord, c'est le Kurdistan irakien. La partie centrale, plus ou moins chiite. Encore qu'il faut savoir ce que ça veut dire. Les chiites, c'est surtout l'État islamique. Les sunnites au centre, qui sont l'État islamique. Et on en reparlera longuement tout à l'heure. Et aussi au sud, alors, avec Bagdad, qui est un petit peu dans le partie, disons, sud du centre de l'Irak, eh bien, les chiites sous influence iranienne. C'est une partition à 3. Mais on pourrait presque s'en réjouir, bien que l'État irakien classique ait volé en éclats. En Syrie, nous avons une partition bien plus complexe, parce que, alors que le gouvernement qui vient d'être sauvé par l'intervention russe, en fait, est aux mains toujours de la minorité alaouite, représenté par Bachar Assad, qui représente en fait même pas 10% de la population. Ce gouvernement tient le coup
parce que pendant des années, il avait arbitré les conflits entre la trentaine d'ethnies qui sont présentes en Syrie, et pour ne citer que les plus importantes parmi elles, il y a en Syrie, si vous voulez, pour les grands groupes humains, à part les Alaouites qui représentent qu'un dixième de la population, eh bien, les gens majoritaires, ce sont les sunnites. 60 à 65% de la population syrienne sont des sunnites, c'est-à-dire un islam affilié aujourd'hui à l'État islamique, ça pourrait être les frères musulmans, en tout cas c'est le même islam majoritaire comme il y a en Égypte et en Arabie Saoudite. Et donc il y a d'une part donc 65% de sunnites, 10% d'alaouites, une dizaine de pourcents de chiites, pas plus, et évidemment il y a aussi des druzes dans le sud, il y a aussi des Kurdes dans le nord, et aussi comme au Liban, de toutes sortes de minorités chrétiennes, maronites et autres. Et donc on a affaire à une composition ethnique extrêmement complexe qui vole complètement en éclats. Et pour ne parler que de la Syrie aujourd'hui, ce qui fait que cet État est subi un chaos sans égal, duquel on a beaucoup de mal à sortir avec les différentes conférences, et même aujourd'hui après l'intervention russe qui a beaucoup tapé et réduit d'une certaine manière l'influence de l'État islamique, eh bien pourquoi a-t-on du mal? C'est d'abord, il y a trop de minorités et trop d'ethnies qui se bousculent pour partager le pouvoir, mais pour ne citer qu'une photographie très simple. Aujourd'hui, si vous voulez, quels sont les camps qui s'opposent dans la guerre civile syrienne? Eh bien, vous avez d'un côté le régime Assad qui est soutenu depuis longtemps, parce qu'il y a une alliance qui existe depuis très longtemps entre l'Iran et la Syrie, l'Iran qui a même envoyé comment dirais-je, des imams et des cheikhs iraniens pour essayer d'étendre l'influence de la religion chiite musulmane en Syrie, mais il y a aussi une alliance stratégique entre Téhéran, en Iran donc, et Damas en Syrie depuis très longtemps. Alors donc il n'est pas étonnant que, pour des raisons stratégiques qui n'ont rien à voir avec des questions religieuses d'ailleurs, l'Iran soutienne le régime Assad parce que ça lui permet, si vous voulez, de faire vivre ce qu'on avait appelé à l'époque l'axe donc que je vais dessiner ici, Téhéran, qui apparaît ici sur l'axe Téhéran, Bagdad, Damas et aussi Gaza, en passant par le Liban, puisqu'au Liban, le Hezbollah, qui est le bras avancé de l'Iran au pays du Sud, dans ce tout petit pays libanais qui lui-même est un pays d'une mosaïque ethnique, eh bien l'Iran avait une stratégie de déstabilisation du monde sunnite si vous voulez, par cet axe-là, qui va donc une sorte de pince nord de la Perse qui atteint la frontière nord d'Israël. Et donc, en fait, il y a d'un côté, donc, puisque j'énumère les camps en présence en Syrie, d'un côté, vous avez le président Assad, les Alaouites, soutenus par les chiites et le Hezbollah, et d'un autre côté, vous avez face à cela, c'est normal, une rébellion sunnite, puisqu'il représente les 2 tiers de la population, mais qui n'est pas unie, puisque dans ce camp sunnite qui s'oppose les armes à la main depuis maintenant 5 ans à Assad, il y a environ 4 factions, et pas des moindres. Vous avez d'une part l'État islamique, on retrouve le même État islamique qu'on retrouve en Irak. Vous avez aussi une autre faction qui s'appelle Al-Nosra, qui est en fait Al-Qaïda syrien, puisque vous devez savoir que l'État islamique, ce qu'on appelle l'État islamique, dont on va reparler, c'est lui-même une faction qui a fait rupture, une scission, comme on dit, de Al-Qaïda. Or, en Syrie, les originaires, je veux dire les Nekorim, comme on dit en hébreu, de Al-Qaïda, sont restés regroupés sur Al-Nosra. Ça fait donc un deuxième camp sunnite. Un troisième camp, il y a une opposition, si vous voulez, de toutes sortes de groupes djihadistes, une myriade de groupes djihadistes. C'est le troisième camp de sunnite. Et vous avez une opposition qui se dit démocratique, qui est laïque, qui n'est pas religieuse sunnite, et donc la quatrième composante de la rébellion anti-Assad. Et lorsque les Russes sont intervenus en septembre dernier, ça a constitué évidemment un tournant incroyable, puisqu'on fait l'historique de ce qui s'est passé depuis 5 ans. Figurez-vous que c'était un moment exceptionnel. Depuis 5 ans qu'ont commencé les printemps arabes, aucun État n'était intervenu, puisqu'à un certain moment, après l'utilisation de gaz chimiques
et d'obus chimiques par l'armée d'Assad contre sa propre population autour de Damas, quand la rébellion sunnite s'approchait du quartier général d'Assad, ils ont utilisé des obus chimiques, il y a eu beaucoup de pertes civiles. À ce moment-là, vous vous souvenez, la France et les États-Unis avaient prévu d'intervenir directement en tant que puissance extérieure pour renverser Assad et pour augurer d'un nouveau chapitre en Syrie. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Obama s'est dégonflé et en commun accord avec Poutine, il a renoncé à cette intervention et il a laissé la Russie proposer un plan de démantèlement des armes chimiques syriennes, qui a été en fait le premier chapitre, on peut dire le préambule de la future intervention russe à laquelle on assistait depuis 6 mois. C'est-à-dire la dégonflade américaine, c'est aussi un des éléments importants pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que ce à quoi nous assistons depuis 5 ans, ce n'est pas dû au seul retrait des Américains, à la seule politique d'Obama, mais il est clair que la politique d'Obama a beaucoup ajouté à ces phénomènes de bouleversement. C'est-à-dire qu'il y a eu un vide qui s'est créé. Les États-Unis n'ont plus voulu être le gendarme de la région. Et il y a un vide qui s'est créé, qui a laissé Poutine intervenir. Et en fait, nous le disions tout à l'heure, même après l'intervention de Poutine, une intervention très musclée, puisque pendant 6 mois, il y a eu, il y a eu à peu près 10 000 sorties aériennes de l'aviation russe, qui a pilonné les régions de l'État islamique, les régions détenues par l'État islamique. D'ailleurs, on va en parler maintenant, l'État islamique, en fait, contrôlait à peu près la moitié, voire les 3/4 à un certain moment du territoire syrien, sauf dans les enclaves kurdes, qui étaient ici disons dans la partie que je montre avec cette petite croix et ce petit trait, qui était la partie frontalière de l'Irak, qui est le Kurdistan syrien. Autrement, l'État islamique, si vous voulez, et on va voir tout à l'heure une carte qui va le montrer, l'État islamique contrôlait jusqu'à l'intervention russe entre la moitié et presque les 2/3 du territoire syrien. Or, les Russes ont marqué des points, ils ont relégué l'État islamique, ils l'ont fait perdre de son contrôle dans pas mal de régions. Mais même après cette intervention russe, qui a été bien plus exemplaire, puisqu'en 6 mois, les Russes ont causé beaucoup plus de pertes à l'État islamique et malheureusement aussi à la population civile syrienne. Il y a eu à peu près 2500 à 3000 morts civiles de seuls bombardements russes. Eh bien, figurez-vous que même après cette intervention, le régime Assad a été renfloué, remis sur pied, mais on n'arrive pas à trouver de solution pour la succession d'Assad. Les Russes ont fait comprendre à Assad qu'il ne devrait certainement pas rester au pouvoir si les élections ont lieu. Il faut qu'il annonce sa démission, mais on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs, je dois signaler, je dois dire que tout le monde, tous les experts israéliens comme les autres savent que le retrait russe est un retrait, un faux semblant de retrait, parce que non seulement ils ont laissé tout leur système système de défense anti-aérienne sur place, mais leurs avions sont même pas à 1 heure de vol. Tous les avions qui sont intervenus sont allés dans un petit coin d'Ukraine, pas très loin à vol d'oiseau, si vous voulez, du théâtre d'opération moyen-orientale. Et donc en fait, les Russes peuvent revenir à tout moment. À nouveau faire ce qu'ils ont fait pendant 6 mois. Donc c'est un retrait déguisé, c'est un retrait diplomatique qui était lié au fait que des négociations étaient prévues pour résoudre la crise syrienne et qui ne sont pas prêtes justement de résoudre cette crise. Alors vous voyez, j'ai énuméré le cas de 2 États qui ont volé en éclats, l'Irak, la Syrie et aussi le 3e, le Yémen. Vous vous souvenez que en mars dernier, voilà 1 an, les Iraniens avaient soutenu et préparé une minorité qui s'appelle les Houthis, qui est une minorité, une secte chiite religieuse au Yémen, à se soulever contre le gouvernement en place, qui était déjà un gouvernement de remplacement de celui qui était au pouvoir, du président qui était au pouvoir, qui était un allié des États-Unis et qui a pris la fuite. Et donc au Yémen, on a eu depuis mars 2015, depuis 1 an, on a eu un soulèvement des Houthis qui ont voulu prendre et qui ont pris d'ailleurs vous voyez la capitale ici à Sanaa. Ils ont pris le palais présidentiel et ils ont ensuite, fort de ce succès, ils sont arrivés sur la côte, dans le fameux port, en partant de Sanaa que je marque ici. Ils sont tout de suite se sont rendus sur le port un port très important qui est, si vous voulez, la porte de ce qui s'appelle Aden, un port très connu. Et là, il y a eu, si vous voulez, un risque que le gouvernement soit complètement renversé. Le président en place a pris la fuite.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a empêché les Houthis de prendre le pouvoir à Sanaa, qui est la capitale à l'intérieur des terres, et de s'implanter à Aden pour contrôler cette voie maritime qui est essentielle? Eh bien, c'est tout simplement une intervention directe des Saoudiens. L'armée saoudienne, Riyad a levé une armée qui était en fait surtout une aviation, avec l'aviation jordanienne, avec l'aviation égyptienne, et une coalition de fait qui s'est créée et qui a bombardé pendant 3 mois les positions des chiites et houthis au Yémen, et c'est ça qui a permis, si vous voulez, au fait qui a rendu possible le fait qu'il n'y ait pas un pouvoir pro-iranien installé à Sanaa. Et donc en fait, vous voyez, ces 3 pays ont volé en éclats, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a quels ont été, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour retenir un petit peu les leçons de cette page d'histoire, les nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu? Eh bien, vous diront un certain nombre de sociologues, ici on a effectivement, là on va parler de l'État islamique, on a l'influence, ce qu'on appelle l'influence actuelle de l'État islamique au Moyen-Orient. En fait, cette carte, elle est un peu dépassée aujourd'hui après l'intervention russe, si vous voulez. Elle était valable il y a quelques mois, mais c'est plus exactement cette carte, et on va en parler tout de suite. Mais quels ont été, si vous voulez, les acteurs qui sont entrés en jeu pour modifier complètement ce Moyen-Orient? Eh bien, tout d'abord, comme on le disait tout à l'heure, ça a été l'entrée en scène des masses arabes, parce que pour la première fois depuis fort longtemps, peut-être même depuis avant la Première Guerre mondiale, et depuis l'époque où se sont établis des régimes despotiques, des régimes non démocratiques dans tous ces pays du Moyen-Orient, en fait, on entendait parler de tel ou tel dictateur, de tel ou tel parti, mais certainement pas des masses arabes qui n'étaient pas un acteur historique. Or, ce qui s'est passé malgré tout, et je dois dire que c'est quand même important vu du point de vue d'Israël, c'est que quand il y a eu les premiers soulèvements en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Israël, il y a beaucoup de conscience, de bonne conscience qui se sont éveillées en disant mais c'est formidable, les pays arabes se révoltent, les masses arabes se révoltent contre les dictateurs, et ça sera une excellente chose à terme pour Israël, parce que l'un de nos problèmes à nous, Israël, dans cette région, c'est que on a, si vous voulez, comme problème d'être la seule démocratie de la région. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à ouvrir une période de paix stable et durable, bien qu'il y ait eu des signatures de paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, mais pourquoi on est encore dans une région d'instabilité? C'est parce qu'on a autour de nous des régimes qui sont instables et qui sont despotiques. Et évidemment, si ce processus avait pu créer dans les pays voisins d'Israël de véritables démocraties, pas simplement des semblants de démocratie comme celui qui existe en Syrie ou en Égypte, où il y a effectivement des élections, mais où à chaque fois le président qui se présente, enfin le despote fait président, est toujours élu avec 90% des voix, si ce n'est plus. Eh bien, si donc il y avait eu des démocraties réelles qui s'étaient établies, évidemment, ça aurait été bon pour tout le monde, ça aurait été bon pour les masses arabes, ça aurait été bon pour Israël, et on se serait acheminé vers une autre période. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est la clé, si vous voulez, de notre sujet ce soir. Pourquoi les printemps arabes se sont transformés en hiver islamique? Alors, les raisons socio-historiques, je les ai données avec la fin de la guerre froide et le réchauffement de tous les conflits ethniques dont on vient de parler, mais c'est aussi parce que on a d'ailleurs appelé ça des printemps. En fait, ça a été des printemps pendant quelques mois, parce qu'on a calqué, ceux qui ont appelé ces phénomènes des printemps arabes ne connaissaient pas la région. Ce sont des gens qui voyaient ça d'Europe, qui ont idéalisé les soulèvements arabes, comme d'ailleurs on a pu les idéaliser en Israël. On a voulu croire à ces soulèvements en disant qu'on était rentré dans une période positive. Et bien malheureusement, ce ne sont pas, ça je crois que c'est important de le répéter, ce ne sont pas les quelques étudiants ou les quelques surfeurs de YouTube et d'Internet qui existent aussi en Libye, comme un peu plus en Égypte et quelques-uns en Syrie. Ce ne sont pas ces couches-là qui ont fait l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont été peut-être le détonateur de ces grands événements qui ont chassé Moubarak, par exemple, en Égypte. Mais ce ne sont pas ces étudiants ou ces couches d'avant-garde, si vous voulez, qui ont été l'événement clé. Ce qui a été la masse, si vous voulez, la masse qui a chassé Moubarak du pouvoir, ça a été la mosquée. Ça a été les manifestations du vendredi au sortir des mosquées qui, semaine après semaine,
comme des coups de butoir, ont chassé Moubarak à tel point qu'au bout de 8 jours, la secrétaire d'État américaine Clinton, qui se présente maintenant à la présidence américaine, qui était donc la ministre des Affaires étrangères d'Obama, a demandé à Moubarak de partir du pouvoir. Et donc, en fait, quel a été l'acteur principal? Ça a été ni Internet, ni la modernité, ni les aspirations démocratiques, qui sont quand même assez étrangères à la culture islamique et à la culture des peuples de la région. Eh bien, c'est tout simplement la mosquée et le recours à ce qu'on appelle la Oumma en arabe, c'est-à-dire la communauté des croyants, la communauté des fidèles d'Allah, et c'est elle qui a été à l'initiative aussi bien en Tunisie, puisque les premières élections ont donné un parti islamiste qui est arrivé au pouvoir, Ennahda, en Libye, n'en parlons pas, la Libye s'est transformée en espèce de chaos où règne une série comment dirais-je, de milices tribales qui font que ce pays est complètement instable, et où d'ailleurs l'État islamique a beaucoup d'influence. Entre parenthèses, soit dit, si tant est que l'État islamique a été mis en danger en Syrie par l'intervention russe. Aujourd'hui, il a des bases arrières, notamment en Libye, où il va pouvoir, il a 5000 combattants en Libye, il va pouvoir sans doute trouver un second souffle en Libye, et donc les puissances occidentales qui sont intervenues en Libye pour chasser Kadhafi, les Américains avec leur aviation et ensuite les alliés européens ont fait une catastrophe, ont créé une catastrophe en Libye, parce que ce qui remplace Kadhafi, de manière qu'on ne regrette pas évidemment le caractère complètement despotique du personnage, mais ce qui se passe à la place du régime de Kadhafi, c'est un chaos encore plus dangereux pour la sécurité de l'Europe, à preuve le fait qu'aujourd'hui le régime Kadhafi, qui jouait le rôle de verrou par rapport à l'immigration sauvage venue d'Afrique, eh bien aujourd'hui ce rôle n'est plus joué. On voit quel résultat ça a sur l'arrivée de dizaines, de centaines de milliers de migrants qui viennent d'Afrique et qui arrivent sur les côtes sud de l'Europe. En tout cas, ce qui s'est passé donc, c'est que ce sont, disais-je, les masses arabes qui ont été l'acteur principal, les masses arabes en fait organisées dans un premier temps en Égypte par les frères musulmans, et ensuite on a eu le phénomène que maintenant on va commenter, le phénomène d'émergence de l'État islamique. En fait, l'État islamique, comme je le disais, et c'est lui qui a en fait structuré le glacis, ce passage des printemps qui ont duré qu'un temps, qui ont duré qu'une saison, quelques semaines, quelques mois, et à un gel, un glacis complètement islamique, parce que ce qui aujourd'hui mobilise, et c'est ça qui peut-être faut retenir, j'allais dire, de tout ce que j'ai dit depuis le début, ce qui est extraordinairement intéressant, c'est que ce qui a fait voler en éclats les grands États-nations dont j'ai parlé, la Syrie, le Yémen, et ça manquait de se faire en Égypte, mais ça s'est pas fait, donc l'Irak, ces trois États, ce qui les avait fait voler en éclats, c'est le référent non pas à la démocratie, non pas au changement occidental, mais au recours à la mentalité, aux obsessions, j'allais dire, de la Oumma musulmane, c'est-à-dire des croyants de l'islam. Et c'est pour ça que l'État islamique, qui n'est qu'une scission de Al-Qaïda dans la région, a pris une influence incroyable. Ça a commencé en fait à la fin 2014, c'était une organisation inconnue, cette scission, qui a été créée par le fameux cheikh al-Baghdadi, qui siège à Bagdad aujourd'hui, et qui a pris une influence considérable. Pourquoi? Pas parce que tout d'un coup des millions de gens se sont dit voilà c'est ce qu'il nous faut, mais c'est parce que les structures de l'État irakien dans un premier temps et ensuite de l'État syrien dans un second temps se sont affaissées, c'est-à-dire que l'État islamique a pu contrôler près de la moitié de l'Irak, entre un tiers et la moitié de l'Irak, et entre la moitié et les deux tiers de la Syrie, parce que l'armée syrienne d'une part et comme l'armée irakienne d'autre part se sont effondrées, que de toutes les structures étatiques qui avaient été mises en place à l'époque pendant toute cette période de la guerre froide et ensuite depuis la fin de la guerre froide, toutes ces structures qui avaient été mises en place en Irak, notamment par Saddam Hussein, en Syrie par les Assad, se sont effondrées tout simplement. Et que l'État islamique n'a rien il a capitalisé une idée, une religion et une vision de rétablir le grand califat. D'ailleurs, puisque vous savez qu'au départ, ce fameux vocable, aujourd'hui ça s'appelle l'État islamique, mais au départ ils avaient appelé ça l'État islamique en Syrie et au Levant. Et ce sont d'ailleurs en arabe les mots de l'acrostiche Daesh. Daesh, ça veut dire État islamique en Syrie et au Levant. Mais après, ils ont renoncé à ce nom, puisque comme ils avaient une influence considérable, et on voit dans cette carte
justement le type d'influence que Daesh a pu avoir très vite, parce qu'ils s'enfonçaient en Syrie et en Irak comme dans du beurre, eh bien, ça s'est fait sous l'effet donc d'un vide qui s'était créé, et aussi parce que ça, c'est une chose importante à savoir, c'est que l'État islamique a tout de suite, comme le Hamas le fait à Gaza, comme le Hezbollah le fait au Liban, a mis en place des structures sociales, une sorte d'État, je dirais, une gestion des régions qu'il contrôlait, pour essayer justement de supplanter les institutions irakiennes ou syriennes manquantes, et qu'ils ont pas mal réussi jusqu'à l'intervention russe. Et donc, en fait, je dirais, cette influence de l'État islamique, elle a été causée à la fois par le vide étatique des trois États en question, des armées en question, et aussi parce que, je le disais tout à l'heure, les États-Unis qui voulaient pas intervenir de manière massive ont laissé cet État islamique prendre de l'influence. Il a fallu attendre août 2015, un peu plus d'un an et demi, pour voir Obama créer une coalition de 60 États occidentaux et arabes qui en fait ont même pas fait le dixième de ce qu'ont fait les Russes depuis un an et demi, n'ont pas fait le dixième de ce qu'ont fait les Russes en 6 mois, parce qu'Obama, pour des raisons qui lui sont propres, et les États-Unis veulent se retirer pas à pas du Moyen-Orient, et donc ils ont laissé l'anarchie se développer. Et si vous voulez, ce qui est quand même intéressant, c'est que dès avant l'intervention russe, et bien entendu maintenant du fait de l'intervention russe, l'État islamique a perdu à peu près la moitié du contrôle des zones qu'il supervisait en Syrie et en Irak, et il est sensiblement affaibli. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, loin de là, parce que comme je le disais tout à l'heure, il a des bases de repli en Libye et ailleurs, mais on a affaire, si vous voulez, à un coup sérieux qui a été porté à l'État islamique. Ils ont perdu pas mal de combattants, ils ont perdu aussi les alliés, pas seulement les Russes, mais les alliés ont réussi à savoir où se trouvait l'une des banques coffre-fort, je vais dire, de l'État islamique, qui paye bien d'ailleurs ses mercenaires, pas seulement par des harems de pauvres femmes qui ont été raptées et qui se transformaient en esclaves sexuels, mais aussi ils les payent avec des soldes assez conséquents pour la région, des soldes allant entre 600 et 800 dollars mensuels, ce qui est énorme vu le niveau de vie dans ces régions. Et malheureusement pour l'État islamique, eh bien, les Américains ont bombardé à 2 reprises la banque secrète où se trouvaient les réserves en dollars de ce fameux État islamique, de Daesh, et il y a eu vraiment des problèmes ces derniers temps à payer les mercenaires de Daesh. Et donc, en fait, on a un État islamique affaibli. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on en est au point de dire que cette montée en flèche qui a surpris tout le monde, tous les services de renseignement de l'État islamique, aujourd'hui, elle a connu son paroxysme et on est vers une descente, une décadence de l'État islamique? Il est trop tôt pour le dire, parce qu'en fait, il est vrai que l'idée du califat régional sans frontières, c'est-à-dire pourquoi ils veulent plus s'appeler Daesh, ils ne veulent pas se limiter au Levant et à la Syrie, ils veulent s'appeler le califat sunnite du Moyen-Orient. Et donc ce califat-là, est-ce qu'il est maintenant en décadence? Je disais à l'instant qu'il est trop tôt pour le prévoir, parce que finalement la motivation religieuse reste l'une des clés de compréhension de ce qui se passe dans ce passage des printemps arabes au glacis islamique. Alors, il y a d'autre part, quand même, il faut le dire aussi, il n'y a pas simplement, si vous voulez, alors il y a émergence de nouvelles entités, l'entité de l'État islamique sans frontières, le califat, j'en ai parlé, qui a vocation, comme on le voit peut-être sur cette carte, vous voyez, à s'étendre, à chevaucher plusieurs pays. Mais il y a aussi d'autres petites entités. Par exemple, on sait que, je le disais tout à l'heure, à l'est de la Syrie et à l'ouest de l'Irak, il y a un Kurdistan qui est en train de se créer, qui est pour l'instant seulement autonome, mais il y a une dynamique de création d'un État kurde, qui d'ailleurs empiétrait sur une partie, pas seulement de la Syrie et de l'Irak, comme je viens de le dire, mais de la Turquie et de l'Iran. Et donc, il y a ce fameux État kurde dont on avait parlé au début du siècle, du XXe siècle, qui n'a pas pu se créer pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, il y a à nouveau le retour de la question kurde, qui est quand même assez centrale, puisque les Kurdes se défendent face à l'État islamique et face au régime Assad. Ils se défendent comme ils peuvent, et face aux Turcs aussi. Et donc, il y a une question kurde qui est essentielle, un
un État kurde en gestation. Il y a aussi, disent les observateurs, dans une partie justement de la Syrie et au sud de la Turquie, un État turkmène qui pourrait se créer au nord de la Syrie, qui est encore une autre ethnie. Il y a un État druze au sud de la Syrie qui est en gestation aussi. Il y a donc des mini-États, des mini-régions qui pourraient résulter, si vous voulez, de tout cet éclatement. Mais en fait, pour conclure sur l'apparition, finalement, il y a deux entités importantes qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est l'entité de l'État islamique qui s'est considérablement étendue. Si on peut passer au document d'après, ça va nous permettre de voir justement, voilà. Ici, on a une carte qui date, si vous voulez, qui montre les zones sous influence de l'État islamique jusqu'en juin 2016, c'est-à-dire avant l'intervention russe. Parce que vous voyez ici les parties rouges, c'est les parties vraiment sous contrôle total de l'État islamique, et les parties roses plus claires, ce sont si vous voulez, l'influence de l'État islamique. Or, cette carte qui date de juin cette année, il y a quelques mois, doit être, si vous voulez, revue. Bon, il y a une erreur dans la date, c'est la date de juin 2015, parce qu'on n'est pas encore en juin 2016, mais si vous voulez, le fait est que cette carte-là doit être un peu revue à la baisse après l'intervention russe, mais le fait est que vous voyez, on a affaire quand même à un califat régional, parce que regardez d'où ça va d'Alep, en passant par Raqqa, qui est l'un des centres en Syrie, une ville très importante qui était aux mains donc de l'État islamique, et jusqu'à Tikrit, la ville de Saddam Hussein en Irak, et à Fallujah, tout à côté de Bagdad, on a affaire à un véritable empire, un califat sunnite. Et donc, voici donc les entités. Alors, nous l'avons dit, pourquoi ces grands États ont éclaté. Il y a d'une part, je répète, le caractère arbitraire des frontières qui avaient été créées au moment de la Première Guerre mondiale par les empires coloniaux comme celui de la France et de la Grande-Bretagne. Il y a la question de la guerre froide ensuite. Et puis, il y avait eu aussi un autre phénomène qui a été mis en avant, que je n'ai pas abordé, mais que je cite simplement pour mémoire avant de conclure, et peut-être de répondre à une question, c'est que le nationalisme arabe, que ce soit le nationalisme basse en Irak ou en Syrie, qui est le même mouvement bassiste, et en Irak et en Syrie, ou le nationalisme même égyptien, n'ont pas pu donner, si vous voulez, n'ont pas pu forger des identités nationales suffisamment fortes. C'est-à-dire que les sociétés qui étaient dans ces États n'ont pas été structurées, n'ont pas été dotées d'une identité forte, et au bout d'un moment, les superstructures des États et des despotismes éclatent parce que, à la base, les ethnies se réveillent et les conflits ethniques se réchauffent. Et alors, la question qui se pose, comment se fait-il que deux grands États du Moyen-Orient qu'on ne voit pas sur cette carte, mais qu'on a vu tout à l'heure, l'Égypte et la Turquie, qu'on voit simplement ici, pas loin si vous voulez, de la Syrie, comment se fait-il que la Turquie et la Turquie qui est ici, j'espère que ça va marcher, mais en tout cas vous la voyez, et l'Égypte qui se trouve plus à l'ouest, n'ont pas été renversés. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il n'y a pas les printemps, ou du moins la vague islamique, et certainement pas les printemps arabes, mais la vague de tsunami islamique n'a pas renversé définitivement les institutions égyptiennes et turques. Eh bien, la raison et l'explication est très simple. C'est parce qu'il s'agit de deux États avec une tradition étatique centraliste extrêmement forte. Il y a cette fameuse phrase de visionnaire de Golda Meir, l'ancienne première ministre israélienne, qui avait déjà dit, juste après la guerre de Kippour, pendant l'hiver 1973-1974, on l'interrogeait sur l'avenir de la région. Elle avait eu cette phrase complètement visionnaire, qui est d'ailleurs le commentaire qui pourrait venir comme conclusion sur ce que j'ai dit ce soir. On avait dit, mais comment vous voyez l'avenir de la région avec Israël qui est quand même encerclé de pays ennemis, et l'Égypte qui est très forte, qui a failli, disons, mettre en cause l'existence d'Israël pendant la guerre de Kippour. Et elle a répondu la chose suivante. Elle a dit, au Moyen-Orient, il n'y a que deux véritables États. Elle ne parlait pas de la Turquie, parce que la Turquie, elle ne l'avait pas encore dans la ligne de mire. On pourrait aussi rajouter la Turquie.
Et elle avait dit comme ça, au Moyen-Orient, il n'y a que deux États véritables, l'Égypte et Israël, et tout le reste, ce ne sont que des tribus qui brandissent des drapeaux. Et elle parlait ainsi de l'Irak, de la Syrie, et c'était quand même incroyable de dire ça à l'époque, parce qu'à l'époque, la Syrie et l'Irak, c'était très fort, dangereux pour Israël, qui avait participé à toutes les guerres anti-israéliennes, et donc il y avait une vision qui montrait bien que, oui, ce sont les problèmes ethniques et les problèmes religieux ethniques qui vont faire voler le Moyen-Orient en éclats. Alors, en ultime conclusion, on pourrait dire que ça a produit, ce glacis islamique a produit toute une série de conséquences qu'on est très loin de mesurer, entre autres, si vous voulez, l'explosion des alliances traditionnelles, par exemple, le fait que les États-Unis étaient alliés à l'Arabie Saoudite, les USA soutenaient l'Égypte aussi, ce qui n'est plus le cas. Il y avait une alliance Israël-Turquie, une alliance Syrie-Turquie. Toutes ces alliances ont été balayées. Aujourd'hui, on voit apparaître deux nouvelles alliances. L'une assez étonnante, un rapprochement sécuritaire et militaire entre Israël avec certains pays arabes sunnites dits modérés, comme l'Égypte justement, puisque l'Égypte a été reprise en main en partie par l'armée et par un gouvernement qui fait la police contre les islamistes dans le Sinaï et aux frontières. Le gouvernement jordanien, l'Arabie Saoudite et certains États du Golfe qui ont des intérêts communs avec Israël contre l'État islamique d'une part, mais aussi contre les velléités impériales de l'Iran dont on parlera la semaine prochaine. Donc ça, c'est le premier nouveau type d'alliance qui existe. L'autre type d'alliance, c'est le renforcement de l'axe anti-État islamique entre Moscou, Téhéran, Damas et Beyrouth, parce que ce fameux axe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui allait de Téhéran à Bagdad en passant par donc Damas et Beyrouth, en fait, il existe toujours, et c'est l'axe qu'a revivifié l'intervention russe de septembre dernier. Alors, pour vraiment conclure, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs en introduction, c'est que résultat des courses, ça c'est un autre sujet qu'on abordera après la question iranienne, c'est que la question palestinienne est au milieu de ce chaos, la dispute qui semble territoriale et qui en fait qui n'est pas seulement territoriale, qui est bien plus que territoriale, ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, apparaît vraiment comme une sorte d'épingle dans une meule de foin, dans un affrontement total qui est tout à fait relativisé. Et je dirais en conclusion que voir les Européens, puisque c'est surtout eux et en partie l'administration américaine aussi, mais surtout les Européens s'acharner à demander à Israël des concessions pour la création d'un 24e État arabo-musulman dans la région, alors qu'aujourd'hui on est justement dans une période historique où les grands États-nations arabes les plus forts qui existaient dans la région ont volé en éclats, des États aussi importants que la Syrie, l'Irak, le Yémen ont volé en éclats, voir les Européens nous sommer de créer un État palestinien dans un endroit qui serait incontrôlable, qui transformerait l'État palestinien en une nouvelle cocotte minute terroriste aux portes d'Israël, c'est totalement irresponsable parce que bien loin de calmer le jeu dans la région, cela ferait que envenimer les choses. Et si vous voulez, il faut vraiment toute la mauvaise foi anti-israélienne et anti-judaïque, je dirais même, de certains gouvernements européens, dont celui de la France, pour dire que la solution à tous ces maux, ce serait la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Non seulement c'est mauvaise foi parce que cet État ne pourra jamais vivre en paix aux côtés d'Israël, il sera un facteur supplémentaire de troubles, comme si on n'en avait pas assez, mais en plus parce que les causes de ce qui fait qu'il y a tout ce chaos dans la région n'ont rien à voir avec le problème palestinien. Et c'est pourquoi, nonobstant l'acharnement anti-israélien des Européens, c'est pourquoi ce problème aujourd'hui a perdu de son importance et que ce sont plutôt les conflits centraux entre musulmans, entre sunnites et chiites, dont on parlera aussi dans une nouvelle intervention, et aussi des conflits internes au monde sunnite lui-même, entre toutes ces factions dont j'ai parlé en Syrie, ce sont ces problèmes-là qui doivent être résolus entre musulmans, entre sunnites et chiites, et certainement pas avec Israël qui finalement représente pas véritablement j'allais dire un facteur de trouble dans la région. Le roi de Jordanie, Abdallah, a encore dit il y a 10 jours que si on arrivait à résoudre la question palestinienne, tous ces problèmes qu'agite le Moyen-Orient se calmeraient. Ça aussi, ça fait partie d'une langue de bois, parce que à bien analyser, on a simplement parcouru quelques espaces ce soir, on y reviendra la semaine prochaine avec les velléités hégémoniques iraniennes, qui sont un autre aspect des dangers qui guettent la région.
bien, à bien analyser les réalités et pas simplement à manier des slogans et une langue de bois, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, que le problème palestinien n'est qu'un des, j'allais dire que peut-être même pas 4-5% des problèmes du Moyen-Orient. Et encore, si c'est un problème territorial, ça fait longtemps qu'on l'aurait résolu, car on le verra plus tard, le problème palestinien est bien autre chose qu'un problème territorial. Alors, je n'ai pas pu constater le chat. Est-ce que Johan, il y a des questions précises? C'est le moment, Rava, Elie, Sébastien, les autres. Si vous avez une question, c'est le moment d'ouvrir votre micro, de poser votre question à M. Richard Darmon. On vous écoute. Peut-être alors que c'est une première conférence un peu magistrale, sans question. Peut-être que quand on rentrera, là j'ai fait un survol un peu, je dirais, de définition un peu massive. Quand on rentrera dans le détail de la carte avec l'Iran, qui est le premier prochain sujet, puis les questions relatives à la question palestinienne, etc. Peut-être que on fera en sorte que ce sera plus ouvert. Vous avez, Johan, peut-être des questions écrites sur le chat ou pas? Non, Rava qui nous dit exactement ce que vous avez dit. On a découvert. Merci beaucoup. Pas de questions pour le moment et à bientôt. Alors à bientôt et bonsoir. C'était un cours d'introduction. On a découvert plusieurs sujets. Vous avez ouvert beaucoup de sujets et on espère pouvoir pendant ces 12 cours les amis approfondir dans tout ce que vous avez ouvert. Avec plaisir. Et bonsoir et shalom de Jérusalem. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, si Dieu veut, on se retrouvera dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, M. Darmon est en déplacement, donc il ne pourra pas donner cours. Donc, si Dieu veut, rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéoconférence. Vous pouvez en parler autour de vous. Si vous avez des amis, de la famille que ça peut intéresser, faites passer le message. Vous savez, l'inscription est gratuite. On est là pour vous donner chaque soir des cours de Torah, des cours qui parlent de l'actualité de la vie juive. Donc, venez, soyez nombreux. Voilà, moi j'ai le plaisir d'être là, Johan Botbol. Je vous retrouverai, moi, mardi soir, avec 2 cours. Vous pouvez regarder à droite, les cours qu'on aura mardi soir, c'est cela. On commencera par le Rav Ben Shushan. Voilà, ici, vous l'avez ici. Le travail sur foi selon l'éthique juive, c'est les 8 chapitres du Rambam, Shmona Prakim du Rambam. Donc le Rav Ben Shushan, mardi soir, 20h30 à Israël. Et 21h, on continuera avec le Rav Moshe Peretz qui lui nous parlera du Maharal de Prague. Voilà, merci à vous tous. Les conférences sont enregistrées, si vous voulez les revoir, sur fr.lilmod.org. Toda Rabba à vous tous, en direct de Jérusalem. Kol Tov. Oui.